On va décrypter ce soir toute cette question iranienne avec nos invités, avec cette question, le régime des mollahs joue-t-il sa survie? Pour en parler avec nous, Stéphanie Pérez, bonsoir. Visage bien connu de nos téléspectateurs, vous êtes grande reporter dans la maison à France Télévisions. Vous êtes aussi écrivaine et auteur du Gardien de Téhéran chez Pocket. Vous nous en direz justement un mot. Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement. Afshin Alavi, bonsoir. Membre de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne, le CNRI, qui est pour une république libre et laïque en Iran. Et puis Adel Bakawan, on vous retrouve aussi avec plaisir, directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et auteur de La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire, aux éditions Taillandier. Alors, vous venez de voir dans le journal de Louise le reportage sur ce qui vient de se jouer en Iran, notamment ces images terribles de tous ces corps, notamment entreposés près d'une morgue. Dans quelques secondes, on va voir la chronologie d'où tout est parti. Mais d'abord, juste un mot, Afshin Alavi, sur ce qui se joue ce soir. Vous avez vu ces images-là, on les revoit à l'écran. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces centaines de corps? Alors Emmanuel Macron parle de environ 650 morts au moins. Le président français qui a condamné la violence d'État qui frappe aveuglement les manifestants en Iran. Qu'est-ce que vous inspire la situation ce soir? C'est une grande tristesse et la colère de voir justement tant de personnes qui ont été massacrées par les forces de sécurité à travers le pays. Vous savez que d'après les informations qu'a recueillies à l'intérieur de l'Iran, l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran dans tout le pays, c'est-à-dire 195 villes. Redites-nous pour nos téléspectateurs, les Moudjahidines du peuple, qui sont la force organisée sur le terrain, une opposition qui est présente sur le terrain, donc présent aussi dans le soulèvement, et qui ont fait une enquête dans laquelle, auprès des sources locales, auprès des morgues, auprès des hôpitaux, auprès des familles des martyrs. Et on peut aujourd'hui avancer le chiffre de plus de 3000 personnes tuées dans le pays. Mais ce chiffre est vraiment prudent par rapport à ce qui est la... Vous nous dites 3000. On avait 650 tout à l'heure, mais 3000, ça vous paraît être une estimation crédible. C'est là où on peut sûr d'être pas dans l'irréel. Et nos sources, ils disent que justement le chiffre pourrait être beaucoup plus. Si c'est 3000, oui Stéphanie, j'allais vous poser la question, parce qu'on rappelle pour nos téléspectateurs, évidemment, vous avez souvent fait des reportages, des sujets, et vous avez été allé à plusieurs reprises en Iran. 3000 morts, par rapport aux précédents mouvements qu'il y a pu avoir en 2022 sur Femmes, Vie, Liberté, 2009, je crois. Est-ce qu'on sait combien de morts il y avait eu dans ces différents mouvements? Et aujourd'hui, ça représente quoi comme gradation, j'ose dire? Là, on est clairement dans une autre dimension. Et tout à l'heure, je me suis entretenue avec un chercheur français qui revient tout juste de Téhéran. Là, je l'ai eu entre 2 avions. Et donc, c'était pour nous un peu aussi un premier témoignage direct, un témoin de ce qui s'est passé. Et lui, effectivement, me confirmait que les morts se comptent certainement par centaines, que ce bilan qui était donné de 600, 1000, 2000 était certainement en dessous de la réalité, puisque lui-même me dit avoir assisté dans la rue à des échanges de tirs, me dit avoir vu concrètement du sang dans les rues de Téhéran, ce qui n'a jamais été vu ou très peu à ce niveau-là. Donc clairement, ce mouvement-là n'a rien à voir avec les précédents mouvements. Il y avait eu de la répression, c'est sûr, au moment de la mort de Mahsa Amini, il y a eu des morts par... 750. Voilà, plusieurs centaines, mais pas ce niveau-là, et manifestement... Vous dites 750 morts, mais sur plusieurs dans mois, les manifestations Femmes, Vie, Liberté, il y a 4 ans. Voilà, là on est sûrement... Et là, on est sûrement très au-dessus. On a sûrement dépassé les milliers, et ce qu'on nous rapporte, c'est que ce sont souvent des tirs à bout portant, des manifestants qui sont tués d'une balle dans la tête. Donc c'est des exécutions. Des exécutions, et qui apparemment dépassent. Et de toute façon, on a vu ces images, quand j'ai vu ces images, comme vous tous, de la morgue hier, ces images, elles sont terrifiantes. Parce qu'on voit effectivement les corps par dizaines, on voit toutes les familles qui viennent essayer de trouver le leur au milieu de
de tous ces cadavres qui s'amoncellent. Donc là, on est dans une autre dimension. Oui, Ce soulèvement-là n'a rien à voir avec les autres. Oui, c'est à une autre échelle. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, en 2009, lorsqu'il y a eu le mouvement vert, en 2019, 10 ans plus tard, le grand mouvement de contestation, et en 2022, Femmes, Vie, Liberté, il y avait 3 millions d'Iraniens dans la rue. Pendant tous ces mouvements-là, le régime ne se sentait pas existentiellement menacé. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? C'est que le régime, je parle régulièrement même avec les cadres de régime, j'ai l'impression c'est l'impression qu'ils me donnent. Vous voulez dire, Adel, vous parlez avec des cadres du régime ou par exemple des gardiens de la Révolution ? Non, plutôt avec les diplomates. Plutôt des diplomates, plutôt avec les diplomates. Ils me donnent l'impression qu'ils se sentent vraiment aujourd'hui d'une manière ultra sérieuses, ils sont menacés dans leur existence. Et plus la menace s'approche du cœur du régime, plus il augmente le degré, le niveau de la répression. Alors, ce niveau-là n'est pas arrivé au sommet. On n'est qu'au début. Tout ça, ça se joue à Masqat, la capitale de Oman. Si jamais les Iraniens et les Américains n'arrivent pas... Parce qu'on précise à nos téléspectateurs, à Oman en ce moment, il y a quand même des émissaires iraniens et américains qui sont en train de discuter. Absolument. Si jamais les Iraniens et les Américains n'arrivent pas à forger un accord entre les deux, eh ben dans ce cas-là, le niveau de répression arrive à un degré, à un niveau sans précédent. Je ne serais absolument pas étonné de voir des milliers, voire je pourrais dire des dizaines, voire des cinquantaines, voire des centaines de milliers tués dans les rues. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas dans le cadre d'un régime relativement, je dis bien relativement, à l'écoute de son peuple. Hein. Ou bien le régime doit rester avec le déploiement de tous les moyens, toutes les ressources de répression, ou bien le régime sera renversé. Guillaume. J'ai par un autre réseau la confirmation de ce que vient de nous dire Adel, c'est-à-dire que le régime essaye clairement d'écraser le mouvement de protestation parce qu'il se sent menacé. Il ne s'est jamais senti probablement autant menacé que par ce mouvement. Il est fragile. Et il est fragile. Et en plus, depuis la guerre de 12 jours, il a dû constater, je rappelle, c'est l'opération américaine et israélienne contre l'Iran, qu'en fait, il n'avait absolument pas les moyens militaires de résister à une attaque américaine. Bien sûr que les révolutionnaires vont continuer à nous expliquer qu'ils vont incendier les États-Unis si jamais ils intervenaient, mais la preuve, c'est qu'ils sont à Oman pour discuter avec eux tellement ils ont peur. Et en fait, Trump veut intervenir. Et il sait qu'il a la possibilité de le faire sur une palette relativement réduite. Évidemment que ce n'est pas une invasion de l'Iran qui va se tenter. L'Iran, c'est un pays gigantesque. Même les Américains n'oseraient pas faire une opération de ce type. Par contre, des frappes très ciblées, une opération militaire spéciale, comme il y a eu lieu au Venezuela, non pas pour enlever un dirigeant cette fois, mais juste pour le flinguer. Et peut-être avec une frappe d'avertissement au départ, pour montrer à un proche de Ramenei que le prochain, ça pourrait être lui. Les Iraniens ne savent pas s'en défendre. Quand je dis les Iraniens, pardon, c'est le régime des mollahs. Le régime des mollahs aujourd'hui ne sait pas se défendre. Et ce n'est pas les Iraniens. Et donc, il y a probablement dans la discussion à Oman un point très serré entre les Américains qui disent « si vous continuez cette répression, on intervient ». Et un gouvernement, un régime des mollahs qui a bien compris qu'il était exactement sur la corde raide et que selon ce qu'il allait obtenir ou réussir à écraser comme protestation, sa vie était en cause. Alors justement, on va y revenir dessus. On va d'abord juste retourner sur le terrain de ce qui se passe justement en Iran. On va voir d'abord un extrait de reportage et ça va alimenter votre conversation à tous les quatre. Luc Lacroix nous a refait la chronologie de ce qui se passe en Iran. Ça a débuté le 28 décembre. On le sait d'abord par une colère des commerçants contre la vie chère. Et ça a dégénéré ensuite. Luc Lacroix nous raconte et on en parle juste après. Tout commence le 28 décembre, dans le marché d'électronique et de téléphones portables de Téhéran. La monnaie locale s'est effondrée, les prix s'envolent. Les commerçants ferment boutique pour protester. Dans les jours qui suivent, le mouvement s'étend, touche même des universités comme celle-ci que nous avons localisée à Téhéran. Dans ce pays où les manifestations sont interdites, image symbole le 29 décembre,
de cet homme accroupi face aux forces de l'ordre. Et déjà, premières images de violence envers les manifestants. L'homme est frappé au visage. Du pays filtre quelques reportages d'agences de presse qui évoquent des revendications d'abord économiques contre la vie chère. Le prix du litre d'huile a été multiplié par 2 et le gouvernement annonce l'augmentation de 50 ou 100% pour d'autres produits prochainement. Dans les cortèges, dès le 30 décembre, percent aussi des slogans anti-régime. Mort au dictateur, crient ces manifestants. La machine répressive se met alors en marche avec des forces du régime qui tirent, comme ici à Faza, dans le sud de l'Iran. Ou encore lors de ses funérailles tout au nord du pays. La chaîne d'État iranienne cherche alors à discréditer les manifestants. Elle les qualifie d'émeutiers, montre ces images de leurs armes supposées et diffuse des confessions de personnes détenues, visage masqué. La violence monte encore d'un cran. Le 9 janvier, des manifestants incendient plusieurs symboles du régime. Ici, une banque liée aux gardiens de la Révolution. Là, une mosquée. Ou encore, ils détruisent une voiture de police. Ils tirent à balles réelles. Les forces de l'ordre, elles, ne retiennent plus leurs tirs. Le 10 nous parvient cette image de blessés en pleine rue. Le 8 sont apparues ces images de plusieurs corps à l'arrière d'un hôpital, à l'est de Téhéran. Mais c'est hier que le monde prend conscience de l'ampleur du bain de sang avec cette vidéo où l'on voit des corps alignés sur des dizaines de mètres à l'extérieur d'un institut médico-légal. Il y en aurait plus d'une centaine. Adèle, quand on voit d'où c'est parti, je vous pose la question à tous les quatre qui avaient analysé évidemment l'Iran, mais aussi plusieurs autres conflits dans le monde. On le dit, on le répète, quand ça part là, ça part pas d'une soif forcément de démocratie ou des femmes. Ça part du pain. Ça part de l'argent, ça parle du quotidien et de ce qu'il y a à manger sur la table tous les jours. Ça, c'est généralement le plus dangereux pour des régimes, quels qu'ils soient. Oui, vous avez absolument raison. Jusqu'à la Révolution française ou autre. Traditionnellement, le bazar iranien était allié objectif du régime en place. Mais ça aussi, c'est un indicateur tout à fait nouveau. Cette fois, le mouvement de contestation commence avec la catégorie la plus proche du régime. Donc ça veut dire que la situation est très très grave. 1, 2, en Iran, mais tout comme au Moyen-Orient, il y a un lien dynamique entre le pain et la politique. Tout est politique. Rien n'existe en dehors de la politique. Et ensuite, si vous me permettez, rapidement, aujourd'hui, vous êtes face à 3 projets. Vous avez le projet du peuple iranien. Ce peuple, c'est un moment extraordinaire. Vous avez un peuple uni autour d'un idéal type, à savoir la démocratisation du pays. Ils sont là uniquement pour ce slogan. Ils ne sont pas là pour le pain parce qu'ils savent très bien si le pays n'est pas démocratisé, si une autre dictature remplace la dictature du Mallah, ils vont tomber dans la même situation. Donc le projet du peuple iranien, c'est la démocratie. Or, ce projet-là n'est absolument pas partagé par les autres, c'est-à-dire les Israéliens d'un côté, qui ont un autre projet, à savoir le régime change, ici et maintenant, now, tout de suite, ce soir. Le régime doit tomber et non pas demain. Et le régime américain qui n'est absolument, le projet américain qui n'est absolument pas pour le changement du régime. C'est pour dealer le régime, c'est convaincre le régime d'abandonner ce que vous avez dit, le programme balistique, le programme nucléaire et le programme milicien. Personnellement, je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans cette situation-là, après la guerre des 12 jours, après la mise en miettes de l'axe de la résistance, après la destruction des infrastructures de la République, je dis bien de la République islamique d'Iran, je ne parle pas du peuple iranien, aujourd'hui, les mollahs n'ont pas d'autre choix que capituler devant les Iraniens. Et si jamais, l'autre option possible, si jamais ils entrent dans une aventure de confrontation avec les États-Unis d'Amérique, Israël, c'est la fin absolue. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez un mouvement massif à l'intérieur du pays. Ce régime est refusé, rejeté par toutes les catégories sociales.
toutes les Alors, catégories. on a souvent dit sur ce plateau, en parlant de l'Iran, il y a à peu près, alors c'est des chiffres qui valent ce qu'ils valent, mais environ 20% de la population qui reste fidèle au régime de la République islamique d'Iran, donc fidèle au Mollah. Si on peut prendre des précautions, c'est entre 15 et 25%. Voilà. Donc, entre Pas tout le 20 pays, et 25%. mais en tout cas, surestimé. Voilà. Parce que lors du dernière élection à Téhéran, un chiffre qui est sorti justement était autour de 7% de participation, qui est sorti du ministère de l'Intérieur par erreur. Peut-être parce que Téhéran, c'est une grande ville, mais forcément. Mais la différence n'est pas, le décalage par rapport aux autres endroits n'est pas vraiment énorme. Maintenant, ils ont avancé d'autres chiffres, bien sûr, mais la réalité, c'est que le régime est extrêmement isolé aujourd'hui. J'aimerais dire que sur la question des négociations, je veux bien que des négociations, s'ils aboutissent à changer ou modifier le comportement du régime, tant mieux. Mais c'est du vécu qui a échoué jusque-là. Et au Conseil national de la résistance, on pense profondément que la solution, il vient de l'intérieur. Et c'est de l'intérieur et par le peuple iranien que les changements arriveront. Justement, on va revenir sur les négociations, mais juste pour rester sur ce qui se passe en Iran aujourd'hui, tous les deux, mais Stéphanie aussi, vous qui avez souvent été en reportage en Iran, est-ce qu'il y a déjà eu dans les dernières décennies, depuis 79, depuis la révolution islamique, est-ce qu'il y a eu des phases où, à ce point, les gens, notamment, avaient faim, avec une inflation pareille? Est-ce que vous l'aviez vu dans vos précédents reportages, des gens qui ont faim ou non? Et est-ce que là, justement, c'est différent? Non, moi, dans les derniers reportages que j'avais faits, maintenant, ça fait 4-5 ans, déjà se posait la question de l'inflation, se posait déjà la question des prix, de la chute de la monnaie iranienne, mais pas dans cette dimension-là. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui fait ces manifestations actuelles, cette contestation actuelle, elle n'a rien à voir avec les précédentes dans la mesure. Là, quand vous discutez avec des Iraniens, on vous dit, voilà, aujourd'hui, je suis allé acheter 3 tomates, 4 concombres et un paquet de riz. J'en ai eu pour 10 €. 10 € pour nous, bon, pourquoi pas. Mais quand on a un salaire moyen de 140, 150 € par mois et encore, vous imaginez, vous revenez chez vous avec un tout petit sac de courses et vous n'avez même pas de quoi C'est ça le salaire nourrir. moyen des Iraniens, 140, 150 €. On est à peu près dans ces eaux-là. Donc vous imaginez, vous revenez chez vous, vous avez vos enfants à nourrir et vous avez 3 pauvres tomates pour 10 €. Forcément, il y a un moment donné, c'est plus possible. Et moi, ce qu'on me disait jusqu'à ce que les lignes téléphoniques soient coupées, c'est que là, pour beaucoup d'Iraniens, il y a l'impression que maintenant, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. On va descendre, on va mourir, peut-être, mais de toute façon, regardez la vie qu'on a. C'est une vie qui ne pèse rien, on est déjà mort. Et moi, c'est vraiment la première fois que j'entends ça de la part des gens qui travaillent notamment avec nous quand on va sur place. Moi, c'est la première fois que je sens autant de désespoir quotidien, d'envie de partir, de quitter l'Iran. Mais c'est impossible parce que quand vous avez un passeport iranien, vous n'êtes le bienvenu nulle part. Donc cette impression d'être enfermé dans une prison et de mourir à petit feu chaque jour. Donc c'est pour ça qu'on sent aussi cette fureur-là. Et c'est comme ça aussi qu'on explique ce bilan qui est très élevé parce que une grande partie de la population est dans la rue en ce moment. Guillaume, une question. Alors, je m'adresse à l'ancien militaire que vous êtes, mais aussi à l'historien militaire. Vous n'êtes pas historien, mais vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là. Sur ce dont on parlait là, est-ce que, quand on sait que la faim est en jeu, que vraiment les fins de mois sont en jeu, est-ce que c'est là que c'est le plus dangereux pour un régime, plus que des révoltes armées, plus que des revendications démocratiques ou féministes? Est-ce que quand un régime en arrive là, il se dit pas, là on est vraiment dans la zone rouge de ma survie, justement? Bien sûr, Stéphanie l'a rappelé, en fait les gens n'ont plus rien à perdre. C'est ça qui change tout. C'est-à-dire que là, c'est plus une confrontation d'idées, ou le fait qu'on aimerait voir triompher le parti pour lequel on milite ou qu'on supporte. Là, en fait, c'est leur survie qu'ils jouent. Et donc, ils sont extrêmement menaçants. Et en fait, ce qui va être déterminant, à mon avis, pour la suite, c'est d'une part, la capacité du régime à réprimer tellement durement que les gens n'osent même plus sortir de chez eux. Mais attention, parce que ça, c'est toujours une arme à double tranchant. Hein. On peut aussi excéder. Et l'autre acteur qui va être clé, c'est l'armée. Parce que l'armée supporte de moins en moins bien, d'après mes renseignements, les gardiens de la Révolution. Et donc, elle se dit au fond... Parce que ce n'est pas les mêmes. Alors, non, ce n'est pas du tout les mêmes. Sujet dans quelques minutes. Si je devais faire une comparaison, pardon, elle est horrible, mais si vous voulez, c'est les Waffen-SS et la Wehrmacht. Voilà. Donc, l'armée,
iranienne, c'est une armée pro qui sait qu'elle n'a plus les moyens de se battre contre les États-Unis, ça, elle n'en a aucun doute, qu'elle n'est plus soutenue par la Russie. Parce que jusqu'ici, son grand protecteur, c'était la Russie avec l'équipement russe, qui faisait qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient puissants. Et d'ailleurs, ils ont pensé pendant longtemps qu'ils étaient inattaquables, jusqu'à la guerre des 12 jours. Et où là, ils se retrouvent nus. Et donc, l'armée peut changer complètement d'attitude si elle estime que, de toute façon, le régime n'a plus d'avenir. Et à mon avis, aujourd'hui, ça va se jouer la suite sur le comportement de l'armée iranienne. Eh bien, ça, c'est très intéressant. On va juste voir un autre reportage et justement, vous allez pouvoir nous développer ça, Afshin, parce que je reprends votre comparaison, mais qui est parlante, je pense, pour les téléspectateurs. Donc, il y a l'armée iranienne, c'est la Wehrmacht, l'armée allemande régulière, on dirait, durant la Seconde Guerre mondiale, et les gardiens de la Révolution, les Waffen-SS. On va justement voir un reportage de Dorothée O'Leary qui explique ce qu'est ce corps des gardiens de la Révolution, qui est vraiment le squelette à la fois militaire, mais idéologique et répressif du régime. On regarde le reportage de Dorothée et vous nous donnez votre réaction juste après. Ces hommes en treillis sont craints des manifestants. Ce sont eux les gardiens de la Révolution filmés il y a quelques jours dans les rues de Téhéran. La nuit, ils tirent à balles réelles. Ils se déplacent à moto pour traquer et arrêter massivement les jeunes qui osent défier le pouvoir iranien. Ils sont ici filmés depuis une fenêtre, vendredi soir, dans la capitale iranienne. Les gardiens de la révolution appelés Pasdaran en Iran, ils sont le bras armé de l'ayatollah Khamenei. Ils assurent la survie du régime. Pour l'instant, pas de défection dans leur rang, mais rien n'est exclu si la situation leur échappe. Il peut y avoir effectivement des factions à l'intérieur des gardiens de la Révolution, du commandement, qui souhaitent sauver leur tête, sauver leur peau et continuer à participer à un pouvoir politique en dehors du système religieux. C'est en 1979 que ce corps des gardiens de la Révolution a été créé, peu après l'avènement de la République islamique. L'ayatollah Khomeini se méfiait de l'armée qui avait servi le Shah. Il a choisi les miliciens les plus fidèles et pieux. Les gardiens de la Révolution, une milice dévouée jusqu'à la mort à l'imam. C'est parce qu'ils sont la clé de voûte du régime depuis toutes ces années qu'ils sont régulièrement ciblés par les Israéliens, comme ici en juin dernier, pendant la guerre des 12 jours. Le chef des gardiens de la Révolution avait été tué. En 2020, Donald Trump avait ordonné en Irak une frappe de drone sur la voiture du patron des forces spéciales, provoquant la mort du général Soleimani. Le mouvement des Pasdaran a été affaibli, mais à chaque fois, il remplace ses dirigeants éliminés pour assurer la survie du régime des mollahs. Afshin Alavi, vous qui connaissez évidemment parfaitement l'Iran, c'est ce que nous disait Guillaume là à l'instant. Donc, c'est pas l'armée régulière, les gardiens de la Révolution. Ils sont quoi ? Ils sont évidemment mieux traités par le régime, mieux payés, ils ont des tas d'avantages. Et comment se développe cette force parallèle ? En fait, ils détiennent avec les fondations du Guide à peu près 60% à 70% de l'économie du pays. Ah, de l'économie ? De l'économie du pays. Et donc, c'est une armée qui, à l'origine, était préparée pour protéger le régime et surtout être le fer de lance de l'exportation de la révolution, l'exportation de l'intégrisme vers l'étranger, donc tous ces proxys qui étaient gérés par la force Quds des gardiens de la révolution. Mais, comme le Hezbollah. Voilà, exactement, qui dépendent en fait. Mais il faut savoir que cette armée, les gardiens de la Révolution, aujourd'hui, ils sont extrêmement corrompus et en raison du fait qu'ils sont devenus aussi des grands, comment dirais-je, affairistes oui, qui détiennent des... Et quand vous dites qu'ils détiennent l'économie, c'est-à-dire quoi ? Ils ont le corps des gardiens de la Révolution et, je sais pas, est actionnaire de sociétés, la plupart des sociétés en côte en Iran appartiennent aujourd'hui aux gardiens de la Révolution ou à des fondations religieuses, y compris le pétrole. Et, notamment le pétrole. Notamment le pétrole. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, pour ce qui concerne aujourd'hui sur le terrain, et le mouvement qui a commencé avec la grève des Bazaris aurait pu se terminer au deuxième jour. Si
la situation de conflit entre la population et le régime n'était pas au stade actuel et que le régime n'était pas aussi affaibli, y compris les gardiens de la révolution, qu'on n'a pas trop vu dans la révolution. Beaucoup des forces de sécurité, mais moins les gardiens de la révolution qui craignent justement d'être attaqués par la population aujourd'hui. Et si le mouvement s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'à l'intérieur de la société iranienne, et depuis quelque temps, les gens se sont organisés, la jeunesse s'est organisée. Il y a des unités de résistance qui existent depuis 2017, où les Moudjahidines du peuple les ont fondées à l'intérieur du pays et qui agissent tous les jours dans l'ensemble du pays. Et qui agissent de quelle manière c'est de la résistance en dénonçant les activités du régime. Avant que ces mouvements commencent, pratiquement tous les jours dans le pays, des affiches du Guide suprême ou des gardiens de la Révolution, etc., étaient brûlées par ces jeunes courageux, des jeunes filles, des jeunes garçons, qui, justement, aujourd'hui, au sein de ce mouvement, de mouvement d'insurrectionnels, ils encadrent, ils protègent les manifestations, ils aident justement à ce que ça se perpétue. Et c'est la raison pour laquelle cette détermination au sein de la société, cette organisation a fait que la différence avec les mouvements précédents, c'est que pour la première fois, on a eu des villes qui ont été libérées, on a eu des dizaines de milliers de personnes dans certaines villes qui sont manifestées, et puis les gens se sont défendus, il y a eu la confrontation avec les gardiens de la Révolution qui parfois a poussé les gardiens ou les forces de sécurité à fuir. Et à fuir la population. Alors, question, vous en parlez depuis tout à l'heure, tous les quatre. Pourquoi est-ce que le régime, aujourd'hui, ce soir, est dans ce qui semble être une fuite en avant vers la violence, alors que, vous l'avez dit, tous les compteurs sont au rouge pour le régime des mollahs. Une population qui a faim, un régime qui est isolé, a perdu... Enfin, c'est pas que l'Iran a perdu le grand frère protecteur russe, mais enfin, on a bien vu que la Russie est un allié en carton. Le Venezuela comptait dessus, Maduro se fait capturer. Le régime syrien s'est écroulé comme un château de cartes. La Russie n'est pas venue au secours. Donc l'Iran doit se dire, il n'a plus beaucoup d'alliés. Pourquoi est-ce que le régime joue le coup de feu contre sa population, sachant que il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche? Sinon, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les options disponibles devant le régime? S'assouplir? Non. La négociation avec le mouvement de contestation, c'est hors de question. Négocier avec le mouvement de contestation, c'est-à-dire reconnaître le mouvement. Or, depuis hier après-midi, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, les qualifie comme un mouvement terroriste. Avec le terrorisme, on ne négocie pas. Ensuite, négocier avec les partis politiques d'opposition. Conseil national de la résistance, etc. Le régime ne reconnaît absolument pas ces partis politiques. Vice-versa, nous ne les reconnaissons pas. Oui, bien sûr. Et après, le régime est dans un contexte internationalement maudit. Il n'y a plus d'allées, il n'y a plus... Même l'axe de la résistance, le Hezbollah, au Liban, les milices irakiennes, le Hamas et le djihad palestinien, les Houthis au Yémen, personne n'a aidé la République islamique d'Iran lorsqu'elle était en guerre contre les États-Unis d'Amérique. Et ensuite, vous avez une République islamique qui a fondé toute son historicité depuis 47 ans sur un récit, à savoir la bataille finale entre la force du bien, représentée par la République islamique d'Iran, et la force du mal, représentée par le grand Satan, les États-Unis d'Amérique, et le petit Satan, Israël. Et au moment où la grande bataille a lieu, la volonté divine n'était pas là pour vaincre les États-Unis d'Amérique et Israël. Au contraire, la République islamique d'Iran est presque à terre. Alors aujourd'hui, je voulais dire... L'enjeu le plus important, pour répondre à votre question rapidement en une phrase, l'enjeu le plus important, vraiment, la République islamique d'Iran ne compte pas sur la négociation. La République islamique d'Iran n'est pas un régime réformable. Cette catégorie de régime, ou bien il reste avec les moyens de répression de son peuple, ou bien il partira. Et pour réprimer son peuple, aujourd'hui, on est en 2022, l'axe de la résistance était là.
Les gardiens n'étaient pas touchés. En 2022, le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Exactement. Vous voulez dire que le régime était beaucoup plus solide. Était très, très solide. Était tellement solide. On a partagé le Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite. Ce que j'ai appelé dans mon livre le nouveau Sykes-Picot. Les Saoudiens et les Iraniens ont partagé le Moyen-Orient entre eux. Les Saoudiens, ils ont dit aux Iraniens le 10 mars 2023. Ils ont dit l'Irak pour vous, le Liban pour vous, Gaza pour vous. Liban pour vous, la Syrie pour vous, le Yémen pour vous. Mais par contre, vous ne touchez pas aux pays du Golfe, vous ne touchez pas à la Jordanie, l'Égypte, etc. Et vous ne touchez pas à la Cisjordanie. Il y avait un accord et l'Europe avait accepté tacitement, indirectement cet accord. Alors, je voulais juste dire, je finis là, vraiment, mais là, en 2025... 2026, 2026, la République islamique, c'est fini tout ça. Alors, donc, la seule carte qui reste aux mains de la République islamique, paradoxalement, c'est Trump qui propose. C'est le gilet sauvetage, ça vient de Donald Trump. Ou bien il accepte les conditions de Donald Trump et le régime est sauvé pour une période déterminée, bien déterminée, ou bien c'est l'abîme total. Très court. Le régime s'est maintenu dès le début jusqu'à aujourd'hui sur 2 piliers. La répression à l'intérieur et l'exportation de la révolution. Donc, les guerres, toutes les crises qu'il a causées. Et notamment, pour cela, il avait besoin du programme nucléaire, du programme balistique, etc. Pour le guide suprême aujourd'hui, qui est le pilier du régime, et s'il disparaît, c'est l'effondrement aussi de ce système, et accepter de négocier et d'abandonner ces piliers essentiels pour la survie du régime, c'est du suicide. Donc il ne veut pas se suicider. Et l'argent qu'il devrait dépenser pour le bien-être de la société et qui pourrait régler beaucoup de problèmes, parce que l'argent existe, elle est dépensée dans ces domaines-là, pour la survie du régime, c'est tout. Et donc ce régime, c'est la raison pour laquelle nous pensons que ce régime ne va pas céder sur ce terrain-là. S'il cède, tant mieux. Stéphanie, vous avez fait un livre sur le gardien de Téhéran, alors qui n'a rien à voir avec l'actualité aujourd'hui. C'est un livre justement qui parle d'un gardien de musée qui sauve des trésors artistiques. Mais 79, c'est là où se situe votre roman, et parce que vous connaissez bien le pays, 1979, c'est la révolution islamique. Et aujourd'hui, le régime, il sait comment peut se terminer un régime, puisqu'il en a été l'instigateur, il a été l'auteur de la fin du régime monarchique du Shah d'Iran. Pourquoi le régime aujourd'hui se dit pas, c'est souvent ça, les cycles de l'histoire, on a fait tomber le Shah d'Iran en 79, des forces peuvent nous faire tomber aujourd'hui. Non, parce que je pense que le régime ne milite que pour une chose, c'est sa survie. Et c'est l'essentiel. Et en fait, pour appréhender l'Iran, il faut comprendre que le cœur de la République islamique, c'est de survivre dans un environnement qu'elle qualifie d'hostile. Donc, dès l'instant où vous avez compris ce schéma de pensée, vous vous rendez bien compte que le régime des mollahs ne peut pas faiblir, ne peut pas accepter de laisser la parole à la population, puisque c'est sa survie, c'est son essence même qui est menacée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte pour essayer de comprendre, et c'est pour ça qu'on est dans cette fuite en avant. Et ce que je trouvais intéressant aujourd'hui, c'est que même le dernier espoir, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le président Pezeshkian, qu'on disait un plus réformateur, en tous les cas plus modéré que les autres, qui a suscité un tout petit peu d'espoir auprès de la population, qui les premiers jours a dit non, là on ne va pas tirer sur la foule, on va essayer de trouver une solution pour que tout ça reste calme. Même lui, aujourd'hui, a qualifié les manifestants de terroristes et a conseillé aux parents de garder leurs enfants chez eux. Et juste, on rappelle juste pour nos téléspectateurs qui nous écoutent que le régime iranien, c'est un régime très complexe, voilà, avec beaucoup de pouvoir. Le président, il a du pouvoir, mais enfin, c'est pas le grand lui qui décide. C'est l'ayatollah, c'est le guide suprême. Voilà, il a toujours dit je fais ce que le guide me dit. Mais bon, voilà, il avait un peu cette image. Et moi, je sais que quand il a été élu, il n'a pas été élu avec beaucoup de voix, parce qu'il n'y a pas eu une forte mobilisation, mais voilà, auprès de ceux qui avaient voté, il représentait quand même un petit peu un espoir d'un pas de côté. Voilà. Là, c'est fini, en fait. Donc, c'est vraiment qu'on est en mode survie. Alors, juste, j'aimerais qu'on ouvre un petit peu le débat vers ce que pourrait être la suite.
notamment en termes de relève politique. Alors, il y a quelqu'un dont on parle beaucoup ces derniers mois, c'est Reza Pahlavi, c'est donc le fils du Shah, renversé en 1979. Il vit aux États-Unis. Vous voulez réagir tout de suite, Guillaume, ou on va voir justement un extrait de reportage de Stéphanie. Tout de suite après. Alors voilà, Stéphanie, tout à l'heure, justement, pour notre journal de 20h, vous avez fait le portrait, justement, de Reza Pahlavi, fils du Shah d'Iran, donc qui est l'héritier du trône. L'Iran n'est donc plus une monarchie. Est-ce qu'il peut être une alternative, un espoir? On regarde votre reportage, Stéphanie, on en parle juste après. Par l'un de ces retournements dont l'histoire a le secret, il est devenu l'un des visages de la contestation en Iran. Sur les réseaux sociaux, il attise la révolte. La liberté est proche. N'abandonnez pas les rues. Dans les rues de Téhéran, de plus en plus de manifestants scandent son nom. Reza Pahlavi, 65 ans, une alternative crédible. Lui, le fils de l'empereur poussé à l'exil par la révolution islamique de 1979. Le voici hier en anglais sur la chaîne préférée de Donald Trump. Je suis prêt à retourner en Iran dès que possible. On est en train de préparer tout ça avec mon équipe pour la transition. On espère que cette fois les Iraniens l'emporteront. Et ils vont l'emporter parce que je sais qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays. Et moi aussi. Voici les premières images d'une naissance qui a fait à travers le monde la joie des cœurs sensibles. Ce joli garçon porte le nom de son grand-père, Reza. Reza Pahlavi, c'est une enfance sous les projecteurs, prince choyé de la dynastie impériale iranienne. Son père, autoproclamé roi des rois, dirige alors d'une main de fer un Iran où l'économie est florissante, les femmes libres, avec souvent pour modèle la très glamour impératrice Farah. Mais les inégalités sont criantes. Et la SAVAK, la police secrète, fait régner la terreur. Les opposants peuplent les prisons, même si le souverain s'en défend alors. La trahison, je m'excuse. Nous ne permettons pas la trahison, nous ne permettons pas le crime. À la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini en 1979, le jeune Reza, alors 18 ans, découvre l'exil. Son pays d'adoption, les États-Unis. Jamais, depuis 47 ans, il n'est retourné en Iran. C'est dur de vivre dans une situation d'exil. Et pour nous, l'Iran, c'est toujours le but. Le but d'y être un jour là où on est chez soi, quoi. Dans les manifestations actuelles, la nostalgie pour l'ère impériale a pris de l'ampleur. Mais ses opposants soulignent son manque d'expérience politique et de réseau solide. Sa proximité affichée avec Israël et Benyamin Netanyahou divise. Et il n'a jamais réussi à fédérer la diaspora. Stéphanie, vous avez fait ce reportage, juste qu'on redise bien à nos téléspectateurs, vous l'avez mentionné dans votre reportage, certes sous l'époque du Shah d'Iran, sous l'époque de la monarchie, l'Iran économiquement se portait bien, enfin c'était pas une démocratie, il y avait aussi on voit une police politique très dur. La SAVAK, quand vous parlez aux Iraniens encore aujourd'hui, dans les familles, c'est un mot qui fait trembler. C'était les gardiens de la Révolution de l'époque ? C'était la police secrète qui arrêtait tous les opposants, les intellectuels, les partis, les hommes politiques du camp adverse. Donc, non, c'était pas vraiment une démocratie. C'est pour ça que c'est vraiment assez étonnant aujourd'hui de voir le nom de Reza Pahlavi remonter à la surface. Moi, j'ai posé aussi la question à mes amis iraniens qui me disent oui, mais bien sûr, on n'oublie pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Mais effectivement, il y a aussi derrière tout ça toute une communication qui est très très bien organisée. Alors, on va parler de la communication, mais juste sur Reza Pahlavi. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui compte ? Est-ce que ça peut être un espoir, une icône autour duquel le peuple iranien en colère peut se regrouper ou pas ? Ça dépend pour qui on parle. Si on parle du peuple iranien, absolument pas. C'est un obstacle, précisément. Parce que, en fait, c'est un personnage qui est assez ridiculisé dans son propre milieu, même des nostalgiques, des monarchistes, parce que, tout simplement, il a été totalement absent pendant toutes ces années de lutte et de souffrance contre le régime des mollahs. Et sa seule représentation qui le met en avant, c'est d'être le fils d'un dictateur.
avec tout le parcours qu'on vient de dire au niveau du régime du Shah. Moi, mon père a été en prison parce qu'il était un intellectuel, comme tous les intellectuels. Donc votre père a été emprisonné par la police politique du roi du Shah. Absolument. Et donc, le Shah, par le vide qu'il a créé avec la torture, les exécutions, par exemple, les fondateurs des organisations politiques ont été tous exécutés sous le Shah, dont les Moudjahidines, les Fédérés du peuple, etc. Et donc, si le peuple iranien s'est soulevé en 1979, c'est parce qu'il ne voulait plus de ce système-là. Et donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé au moment de cette révolution, c'est-à-dire un mouvement qui était authentique, dont on réclamait justement la liberté, l'indépendance et la libération des prisonniers politiques, a été volé par Khomeini, qui l'a transformé en une sorte de déclin vers l'obscurantisme. Et donc juste aujourd'hui, si je résume, vous qui êtes membre du Conseil national de la résistance iranienne, vous êtes pour une république libre et laïque, c'est-à-dire pas une monarchie et pas une théocratie non plus, celle des mollahs. Le slogan, c'est ni Shah ni Mollah. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est que le fils Pahlavi essaye de faire la même opération, c'est-à-dire de voler la révolution au peuple iranien, le mouvement, le soulèvement. Or, lui, il n'est absolument pas, par exemple pour nous, un rival dans le renversement du régime des mollahs. Il est plutôt un allié pour le régime, parce que plus son nom est évoqué, et qui est artificiellement évoqué, y compris par les services de renseignement iraniens, mais également par les fakes qu'on connaît à l'extérieur, plus son nom est évoqué, plus il jouera un rôle de frein dans ce soulèvement. Juste un mot, Guillaume, et après Adèle. Guillaume, le nom de Reza Pahlavi, il est aussi poussé par l'extérieur. Alors, c'est très intéressant. Là, je vais parler non pas en tant qu'analyste militaire, mais de communication, parce que je suis aussi directeur de la communication. C'est très frappant de voir qui parle de quoi. Ce n'est pas les Iraniens qui parlent de Reza Pahlavi. Ça vient de l'extérieur. Et ça vient de réseaux qui, d'un seul coup, se font d'une agressivité totale dès qu'on critique, comme l'a fait Afshin. Je rappelle quand même le fils d'un dictateur sanglant et qui est catapulté, que personne n'a réclamé. On est immédiatement assiégé par des réseaux de trolls qui étaient ceux qui défendaient l'affaire de Gaza. Et donc c'est assez frappant de se dire, mais tiens, d'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui les pousse derrière? Pourquoi est-ce qu'ils essayent d'empêcher qu'on dise simplement la réalité? C'est-à-dire que Afshin Alavi ne représente rien. Et que les Iraniens... Pardon. Excuse-moi. Que Reza Pahlavi ne représente absolument rien. Le fils du dictateur déchu n'a aucune légitimité de se présenter aujourd'hui devant les Iraniens. Et quand on l'entend dans le sujet, c'était remarquable, dire « je suis prêt à mourir pour les Iraniens », alors qu'il n'a rien fait en 50 ans. Il faut quand même qu'on s'interroge. Il habite dans le Maryland aux États-Unis. C'est de la communication pure, et ça montre bien que derrière, il y a une tentative de propagande, en tout cas de manipulation, d'imposer cette figure-là alors qu'il n'a joué aucun rôle dans ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Alors juste, je vous montre juste un dernier extrait, et puis après Adèle, vous allez réagir, mais sur précisément ce que vous venez de dire, Guillaume. Sur le dossier iranien, comme dans tous les dossiers sur cette planète aujourd'hui et sur cette planète médiatique, il y a des fakes partout, mais de tous les côtés du régime, mais aussi, on va le voir, de certaines oppositions, voire même d'agents ou de pays extérieurs. Regardez cet extrait de reportage qui est assez édifiant de Léna Laquin-Beauville pour notre émission Vrai ou Faux, et on en parle juste après. Dans le métro de Téhéran, des Iraniens scandent des slogans en soutien au régime actuel. Une vidéo pour montrer que le mouvement de protestation n'est pas représentatif de la population iranienne. Nous avons retrouvé l'origine de cette vidéo. Elle a été postée sur les réseaux sociaux en juin dernier, au moment des frappes croisées entre l'Iran et Israël. Elle n'a donc aucun lien avec les manifestations actuelles. Mais de la désinformation, il y en a aussi du côté de l'opposition. Les manifestants appellent au retour de Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah et figure de l'opposition. Mais la bande-son a été modifiée. Sur la vidéo originale, aucun slogan royaliste. Même le gouvernement israélien
qui soutient les manifestants iraniens, n'hésite pas à recourir à des photos trafiquées. Cette photo a été publiée sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères israélien. Sur l'image, on voit un membre des forces de l'ordre iraniennes brandir un jet d'eau à bout portant des manifestants. Dans cette vidéo originale, voici ce qu'il y avait entre les mains, un mégaphone. De l'eau a bien été lancée sur des manifestants, mais de beaucoup plus loin, comme on le voit sur la vidéo qui, elle, est bien réelle. La photo publiée par le ministère des Affaires étrangères israélien a donc été modifiée par l'intelligence artificielle pour renforcer la puissance de l'image. Un subterfuge, aujourd'hui possible en seulement quelques clics. Adèle, on voit bien que voilà, il y a des luttes d'influence, y compris de pays comme Israël, enfin évidemment. Rapidement, en quelques secondes sur Reza Pahlavi. Moi, j'ai le luxe à ne pas être un militant ni un politicien, je suis un chercheur. Et en tant que chercheur, je dois absolument prendre en compte dans ma grille de lecture, ma grille d'analyse, pourquoi il y a à l'intérieur de ce mouvement de manifestation dans les différentes villes, pas seulement une ville, il y a des groupes, il y a des individus, il y a des acteurs qui acclament l'office d'un dictateur. Donc il faut absolument que je prenne en compte cet indicateur. Stéphanie, juste sur les images qu'on vient de voir, vous qui êtes journaliste, reporter tous les jours, vous devez faire le tri. Encore une fois, c'est pas que sur l'Iran, c'est sur toutes les crises dans le monde, mais là c'est compliqué quand même. Oui, ça devient de plus en plus compliqué. Et sur ce conflit, sur ces manifestations en Iran, tous les jours, c'est un travail extrêmement rigoureux qu'on doit mener parce qu'effectivement, on sait qu'on est au cœur d'une lutte d'information. On sait qu'une erreur est très vite arrivée. Donc, ça nous demande à nous encore plus d'exigence qu'avant parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri des manipulations d'images et que ça fait aussi partie maintenant de ces conflits-là. Et moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Maintenant, parce qu'on se pose la question pour la suite. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir demain si effectivement les Iraniens vont ressortir ou vont continuer de sortir dans la rue ou si la répression va finir par obtenir des résultats, ce que cherchent les mollahs en ce moment. Afshin Alavi, le mot de la fin. Je confirme justement cela sur les recherches que j'ai fait moi-même. J'ai découvert pas mal de ce genre de manipulation. Je pense que s'il y a des manipulations, notamment pour faire paraître le fils du chat comme étant une solution de cette manière fake, c'est parce que dans la réalité, c'est faux. Et je crois que dans ce domaine, la solution de la détermination du peuple iranien pour renverser le régime, elle est là. On est en train de l'observer. Il ne faut pas se laisser leurrer par ces récupérations et ces fakes ou ces déformations de la réalité et soutenir le mouvement de la résistance du peuple et de sa résistance à l'intérieur. Faire confiance au peuple iranien. Absolument. Ce peuple est grand et précisément avec la démarcation dans ce slogan « Ni chat ni mollah », c'est-à-dire aucune dictature, il peut accéder à la démocratie et à la liberté. Eh bien, merci. On se reparlera évidemment de l'Iran sur ce plateau. Restez avec nous dans